Mesdames et messieurs, je vais vous présenter le chœur de l'abbatiale de Saint-Martin-au-Bois en France. Et la raison pourquoi, ça se trouve dans le titre de ma communication, parce que j'ai mentionné les mots carrière, technique de taille et mise en œuvre des pierres. Effectivement, cet édifice présente un certain nombre de caractéristiques qui méritent d'être soumis à votre attention dans le cadre de ce colloque sur la stabilité ou l'instabilité des édifices gothiques. Pour commencer, je voudrais bien adresser mes remerciements au professeur El Mustafa Mouadib qui m'a livré donc les plans et les coupes réalisés à partir d'une numérisation au laser 3D réalisé dans cet édifice. Mais avant de commencer, je vais quand même vous expliquer comment nous avons réalisé ce que nous appelons des coupes dans ce bâtiment. Là, à gauche, vous avez le bâtiment en réalité, et à droite, vous voyez une des coupes que je vais vous commenter au cours de cet exposé. Et au fond, on parle de coupes, mais en réalité, ce sont des tranches. C'est-à-dire, lorsqu'on procède à un enregistrement 3D, on fait donc une numérisation de tous les points mesurables dans un édifice, ce qui crée un nuage de points. Alors, nous avons le choix en fonction de ce que nous voulons, c'est-à-dire d'établir des coupes à certains endroits. Et sur le plan en bas, en bas, j'ai indiqué deux endroits de coupe possibles, indiqués par les flèches jaunes. Et vous voyez qu'entre ces deux flèches, vous avez une zone qui reprend le parement extérieur de l'édifice, mais qui reprend en même temps aussi l'intérieur de la sacristie. Ça veut dire aussi que si vous choisissez ce genre de coupe, comme vous l'avez ici à droite, vous voyez donc le parement extérieur du mur de l'édifice, mais en même temps, pour ce qui concerne la sacristie, vous voyez les deux fenêtres de la façade qui se trouvent là, et en même temps, vous avez une vue sur l'intérieur. Donc ça donne l'impression de regarder à travers les murs alors que ce n'est pas vrai, parce que l'enregistrement a dû être réalisé en déplaçant l'appareil de mesure aux différents endroits. Voilà. Donc j'ai quand même tenu à vous partager donc cela, parce que sinon je pense que les coupes seraient quand même un petit peu mystérieuses. Et avant de commencer l'exposé, je vais vous donner quelques chiffres et quelques datations sur le site. Donc l'abbaye de Saint-Martin-au-Bois a été fondée au XIe siècle par des chanoines réguliers de Saint-Augustin, mais le début du chantier du chœur de l'abbatiale peut être situé vers 1230-1240, avec un arrêt prématuré du chantier vers 1250, et donc une fermeture des trois vaisseaux du chœur par trois murs de clôture. Je vous montrerai cela tout à l'heure. Donc il s'agissait de murs provisoires, mais qui, comme souvent, sont devenus définitifs. Alors, il y a deux incendies qui sont survenus au cours du XVe siècle, et ensuite, après tous ces événements de guerre, Guy de Baudreuil, l'abbé commanditaire, a été chargé de restaurer les bâtiments restants. Voilà, d'abord un petit mot sur les fondations, les contreforts et les arcs-boutants. Regardez d'abord les deux images. Ici, au sud, vous avez un grand mur aveugle. Au nord, pareillement, un grand mur aveugle. Ça indique qu'il y a eu des deux côtés du chœur de l'abbatiale des bâtiments abbatiaux qui épaulaient en fait la structure de l'édifice. Regardez maintenant le plan, donc les deux bas-côtés, avec des murs vraiment énormes au niveau épaisseur, là et là. En réalité, comme vous voyez sur les photos, on devrait voir à cet endroit-là les parties inférieures des contreforts, mais on ne les voit pas.
Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Tout simplement parce que de ce côté-là, il y avait le cloître. C'est quand même un peu embêtant de devoir circuler entre les excroissances des contreforts. Donc, plutôt que de laisser subsister la structure individuelle des contreforts, on les a englobés dans un gros mur. Pareillement du côté nord, parce que là aussi, il y avait des bâtiments abbatiaux. Alors, la construction de l'édifice a commencé par l'érection des supports que l'on voit à l'intérieur, mais au cours du chantier, tous ces supports ont été englobés dans les grosses maçonneries que vous voyez là. Voilà, ici pour vous dire que dans cet édifice, tous les parties pierreux sont reliés entre eux. Ici, vous avez donc une vue sur un couloir extérieur, mais donc la maçonnerie que vous avez ici devant vous est un contrefort, donc de l'époque du XIIIe siècle, et ici à droite, vous avez des réseaux d'une fenêtre dont les réseaux appartiennent toujours au XIIIe siècle. Les techniques de taille sont là pour le prouver. Mais ce qui est utile à signaler, c'est que là, vous voyez des pierres qui montrent que même les réseaux sont reliés aux maçonneries des contreforts. À l'intérieur, vous voyez tout d'abord des fausses fenêtres. Il faut savoir, il ne s'agit pas de fenêtres bouchées. Ce sont simplement des dessins de réseaux qui imitent les réseaux d'une vraie fenêtre, mais ce sont les fameux murs aveugles dont je vous ai parlé au début. Mais regardez maintenant les assises des maçonneries qui continuent sans aucune interruption, qui montrent bien que tous ces supports intérieurs sont bien reliés aux maçonneries. Même chose ici en bas, sauf quelques petites anomalies comme vous les voyez de ce côté-là. Alors, avec un édifice aussi solidement ancré, voici maintenant deux coupes. Vous avez ici à gauche la coupe sud-nord dirigée vers l'ouest, et à droite, vous avez la même chose, mais dirigée vers l'est. Alors, sur cette coupe-ci, vous voyez que cette partie de l'édifice a tendance à vouloir bouger vers le nord, alors qu'ici, vous avez la même coupe dirigée vers l'est. Alors là, vous voyez que c'est plutôt cette partie-là qui a vraiment une tendance à vouloir s'en aller. Alors, ce qui n'est pas sans importance, c'est de noter la dénivellation. Donc ici, vous avez le sol intérieur de l'édifice qui, très probablement, appartient encore au chantier du XIIIe siècle. Et vous voyez la dénivellation qui existe entre le sol intérieur de l'édifice et le sol extérieur du côté du cloître. Ça fait 1 mètre de différence, et c'est une mesure minimale à cause du fait que du côté du cloître, actuellement, le sol a été surélevé. Voilà ici, donc on a mesuré l'écart qui existe entre la partie inférieure des piliers et les chapiteaux, c'est de l'ordre de 22 cm dirigés vers le nord. Alors, je reviens à ma coupe initiale pour situer un petit peu le sol intérieur de l'édifice. Vous avez ici, et donc je regarde de nouveau à travers les murs, voilà l'escalier en colimaçon qui commence ici et qui monte dans ce contrefort. Voilà, ici à peu près, vous avez le sol intérieur de l'édifice. Là, vous le voyez pour la sacristie. Voilà donc la dénivellation qui existe. Maintenant, l'épaulement original de l'édifice, donc le soutien des murs nord et sud par des bâtiments abbatiaux, voilà l'endroit où se trouvaient les bâtiments. Vous avez d'une part le cloître ici tout en bas, je n'ai pas l'impression que ça va donner grand-chose, mais ici quand même vous avez un bâtiment avec un étage dont les traces des voûtes subsistent sur le parement sud de l'abbatiale. Tout ça a disparu depuis lors.
Alors, une coupe à travers l'avant-dernier travée avant l'abside. Ce qui est intéressant à noter, c'est que de nouveau, vous avez de ce côté-ci les grosses maçonneries des bas-côtés qui vont jusque-là. Même chose ici au sud, donc ça va jusque-là. Et qu'est-ce que nous avons maintenant pour consolider l'abside? Il faut savoir que cette abside de Saint-Martin-au-Bois a été appelée un jour par un des rois de France, dont j'ai oublié le nom, la plus belle lanterne de France. Mais pour avoir une lanterne, il faut ouvrir les murs. Et vous voyez que les murs sont complètement ouverts de bas en haut. Et donc ça risque de faire diminuer la solidité de l'édifice. Et qu'est-ce qu'on voit? Exactement au sommet des maçonneries des bas-côtés, donc c'est-à-dire au sommet des gros murs de soutien nord et sud, nous avons une structure qui coupe littéralement cette verrière en deux parties. Vous avez là donc en quelque sorte une liaison entre la partie nord et la partie sud de l'édifice. À droite, vous avez la photo pour vous en rendre compte. Si je vous montre maintenant la coupe est-ouest de l'édifice, vous avez donc exactement les mêmes conclusions. Vous avez à cet endroit-là donc le sommet des maçonneries des bas-côtés qui continue tout droit comme ça dans les renforcements des verrières de l'abside. Mais il faut savoir que cet édifice n'est pas achevé. Donc tout ce que vous voyez ici sur le plan, ce n'est que le chœur. Et nous avons ici à cet endroit un pseudo-transept avec une tour ici et une deuxième tour là-bas. Mais la nef devait se développer à l'ouest. Et grâce à l'étude des techniques de taille, nous avons pu démontrer que les murs de clôture que vous voyez à cet endroit-là, là et là, qui sont en fait les maçonneries que vous voyez maintenant sur ce dessin, et à cet endroit et à cet endroit-là, c'est-à-dire que ces murs de fermeture ont été taillés avec exactement le même outil que l'intérieur de l'édifice, c'est-à-dire une bretture à 7 dents. Donc vous comprenez que, puisqu'il s'agit d'un édifice inachevé, c'est qu'il y a peut-être des problèmes à ces endroits-là. Donc déjà au XIIIe siècle, ils ont construit ce grand mur avec ces énormes contreforts, mais on peut quand même se poser la question, est-ce que ça a servi à quelque chose? Donc pour ça, on fait la coupe de l'édifice ouest-est, et là vous pouvez le voir à partir de la place où vous êtes. Vous voyez que même les contreforts de la façade occidentale ont tendance à se déverser vers l'ouest. Vous le voyez également au niveau de la charpente, qu'il y a eu un mouvement dans cet édifice. Voilà donc une fissure qui témoigne des mouvements dans les maçonneries. Alors, au moment quand j'ai pu étudier cet édifice au niveau technique de taille des pierres et quand je suis venu à la conclusion que cette façade provisoire datait bel et bien du XIIIe siècle, on a commencé aussi à réfléchir sur les escaliers en colimaçon. Vous voyez un escalier là et vous voyez un deuxième à cet endroit-là. Donc le chœur, c'est toute cette partie-là. Les ruines de la nef inachevée se trouvent à cet endroit-là. Nous sommes d'avis que la décision de ne pas construire la nef avait déjà été prise longtemps avant la fin du chantier qui a conduit à l'édifice que nous connaissons maintenant. Et donc que plutôt que de continuer cet escalier en colimaçon tout droit vers le sommet de la tour, à ce niveau-là, au premier étage de la tour, ils ont quand même décidé, je pense, pour des raisons de sécurité, de reporter la continuation de l'escalier en colimaçon dans le contrefort oriental de cette tour. Maintenant, quelques mots en ce qui concerne la tendance au mégalithisme de cet édifice. Ici, vous avez donc la coupe
du chœur avec une vue sur les piliers. Il faut savoir que les carrières qui ont servi à tailler les pierres pour la construction de ce bâtiment se trouvent sur la frontière du village actuel de Saint-Martin-au-Bois. Et il est utile quand même de spécifier que ces piliers, ces tambours de piliers ne se trouvent pas en délit, mais sont en lit de carrière. Ça veut dire que les assises géologiques sont horizontales vis-à-vis des joints que vous voyez là. Et la hauteur des tambours dépasse toujours les 50 cm et une dizaine des tambours que l'on voit remis à nu dans cet édifice dépasse la hauteur de 1 mètre. Voilà ici, à la fin de l'édification des piliers, un système assez classique qu'on a également appliqué à Saint-Martin-au-Bois, c'est-à-dire l'utilisation des ancrages en bois pour stabiliser la partie supérieure des piliers avant la construction des voûtes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau taille de la pierre? Donc, je vous indique sur le plan où nous nous trouvons. Voilà donc un pilier. Ce pilier est indiqué sur la photo. Et pour ce qui concerne l'aspect extraordinaire de la taille de la pierre, c'est-à-dire toute cette base ici, donc tout ce socle, est un monolithe. Et ce monolithe continue dans les 3 marches de l'escalier. La pierre s'arrête exactement là. Et cette pierre s'arrête également là-bas. Là, vous avez encore une partie du sol qui fait partie de la même pierre. Et ce n'est pas unique dans ce bâtiment, parce que si je vous montre maintenant le support à cet endroit-là, vous avez la même chose. Donc, le socle ici, un monolithe qui va ensemble avec les 3 marches que je vous indique. J'ai cherché un petit peu autour de Paris pour retrouver d'autres exemples, parce que c'est quand même très intéressant de comprendre un petit peu pourquoi quelqu'un prend la décision pour utiliser des pierres aussi grosses. Eh bien, je n'en ai trouvé nulle part, sauf dans la cathédrale de Chartres. Nous sommes ici dans la croisée de la cathédrale de Chartres, avec les socles et les bases d'une des piles de la croisée. Vous avez là donc quelques dimensions que j'ai prises, donc ça frôle les 2 mètres. Donc tous ces socles et les bases, ce sont des monolithes. Il n'y a pas de joint entre chaque élément. Finalement, ce n'est pas très extraordinaire, parce que je vous montre ici un exemple en Belgique. Il s'agit là d'un portail d'une abbaye norbertine, et je m'attarde donc sur les socles. Donc voilà, socle et base ensemble, un monolithe. Les anneaux qui ont apparemment un aspect décoratif, en réalité ce n'est pas le cas, c'est un renforcement technique pour garder en place les colonnettes. C'est un monolithe de nouveau. Si on monte davantage, là vous avez les chapiteaux et les abaques, de nouveau des monolithes. Donc vous comprenez, en ce qui concerne la stabilité d'un édifice roman, dans ce cas-ci, mais également gothique, le choix et la taille de la pierre permet d'augmenter la solidité de certains bâtiments. Et là où ça devient vraiment très extraordinaire à Saint-Martin-au-Bois, ce sont les escaliers en colimaçon. Généralement, vous avez une pierre par marche. Ici, vous voyez très bien, vous avez là 2 marches qui sont taillées dans une seule pierre avec des hauteurs d'assises de la pierre variant entre 28 et 37 cm. Il y a même quelques cas, comme ici, où vous avez 3 marches taillées dans une seule pierre, avec une hauteur d'assise variant de 48 à 51 cm. De nouveau, à Chartres, la même chose. Dans les escaliers en colimaçon du transept nord, voilà, donc ici vous avez, comme à Saint-Martin-au-Bois, une hauteur de 37 cm, et vous voyez bien, donc, cette marche et celle-là ont été taillées dans un seul bloc. Vous le voyez d'ailleurs bien dans ce coin-là, qu'il n'y a pas de joint
Même chose ici en dessous, vous voyez bien, donc il s'agit de 2 marches taillées dans une seule pierre. Retournons à Saint-Martin-au-Bois, un autre exemple, simplement une porte avec quelques marches pour monter vers les bâtiments abbatiaux disparus actuellement. Voilà le socle, un monolithe, qui est un monolithe avec la première marche qui conduit vers la porte que vous avez là. Donc avec des dimensions de ces monolithes, avec des longueurs de 172 cm, sur un minimum de 56 cm, mais je ne tiens pas compte de la longueur de la pierre qui est encastrée dans les maçonneries. Retournons de nouveau à Chartres. Le portail nord de l'édifice, quelques mesures que vous voyez ici en dessous, et vous voyez fort bien, ici vous avez un très bel exemple d'une de ces grosses pierres. Alors, retournons à Saint-Martin-au-Bois, les linteaux de la porte. Particularité ici, vous voyez comme les linteaux ont été taillés en forme d'escalier, ici encore, vous le voyez comme ça, avec les dimensions qui sont chaque fois indiquées sous la figure. Alors à Chartres, voilà encore un linteau taillé en forme d'escalier avec des mesures qui sont vraiment très voisins de ce que vous avez remarqué à Saint-Martin-au-Bois. Voilà les faits. Maintenant, vérification dans les carrières. Est-il possible, lorsqu'on examine les assises géologiques dans les carrières du village, d'obtenir des hauteurs d'assises qui nous permettent de tailler les pierres que nous avons vues? Voilà, j'ai indiqué ici les hauteurs d'assises telles qu'on les voit aujourd'hui dans la carrière, mais regardez quand même, ici, il y a 2 mesures, plus qu'1 mètre, 1,5 mètre permet facilement de tailler les pierres comme vous les avez vues. Une autre carrière, toujours du même village. Et voilà ici la carrière à Chartres. À Berchères-les-Pierres, vous avez encore la carrière qui a livré les pierres pour la construction de la cathédrale. Vous voyez les hauteurs d'assises géologiques qui sont là. Et maintenant, les conclusions de tout ça, parce que je vous ai montré donc plein de choses maintenant. Je pense qu'il est temps de conclure et de prendre quelques conclusions. Je dis d'abord l'abbatiale de Saint-Martin-au-Bois, une architecture de stabilité. Je suppose que c'est comme ça que les gens l'avaient voulu à l'époque. Et donc, première conclusion, c'est que les hauteurs des bancs des carrières autorisent réellement la taille des pierres à grande dimension. Deuxième point, et pas les moindres, qu'une décision a été prise pour favoriser l'utilisation de pierres à grande dimension pour certains éléments particuliers. Parce que ce n'est pas parce qu'une assise géologique vous permet de tailler des pierres de plus qu'1 mètre de haut qu'il faut nécessairement le faire. Donc, une décision a été prise par le maître d'œuvre pour le faire, et cela aussi bien à Saint-Martin-au-Bois qu'à Chartres. Alors, ces blocs de grande dimension permettent de relier support et maçonnerie et de renforcer les maçonneries aux points faibles, comme les linteaux de porte, marches d'escalier et autres. Alors, les contreforts de l'abside sont reliés par des traverses en pierre à mi-hauteur des fenêtres, correspondant à la hauteur des maçonneries épaisses des 2 bas-côtés. Et la stabilité latérale du chœur de Saint-Martin-au-Bois était garantie à l'origine par 2 épais murs aveugles, englobant les bases des contreforts et en plus épaulés par les bâtiments abbatiaux au nord et au sud. Ça pour la stabilité. Maintenant, les vicissitudes de son histoire architecturale, les faits de guerre et tout ça, l'ont conduit à un état de moindre stabilité. Première conclusion, à ce niveau-là, la stabilité latérale a été perturbée par la démolition totale des bâtiments abbatiaux. Donc, c'est-à-dire, le chœur de l'abbatiale se trouve maintenant sur un podium surélevé de 1 mètre vis-à-vis des 2 côtés, au nord et au sud, où se trouvaient à l'origine des bâtiments qui épaulaient la construction. Troisième conclusion, l'arrêt du chantier vers 1250
a également compromis la stabilité du chœur à l'ouest par l'absence de la nef. Et cette difficulté de ne pas pouvoir construire la nef a probablement été pressentie vers la fin du chantier du XIIIe siècle, ce qui explique donc le recul d'un des escaliers en colimaçon de la tour sud vers l'est. Alors, la réponse à ma question de départ, à mon titre, est-ce qu'il y a là vraiment un équilibre entre la sveltesse de l'architecture et est-ce que les pierres y sont pour quelque chose? Je dirais probablement oui, mais il y a eu quand même des situations qui ont perturbé la situation de stabilité de l'édifice à l'heure actuelle. Je vous remercie beaucoup.